Merci, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Donc l'association France Alzheimer qui a été créée en 1985 par des familles et des professionnels du soin ne doit l'évolution de son activité et de sa représentativité que grâce à l'engagement déterminé et sans faille de ses bénévoles. Donc en 2009, nous avons fait une enquête et nous recensions une moyenne de 20 bénévoles par association. Nous avons actuellement 106 associations sur le territoire, donc soit plus de 2000 bénévoles actifs sur l'ensemble des associations. Alors, on s'est aussi intéressé à savoir quel était le profil de ces bénévoles actifs. Et en 2009, donc, il y avait plus de 60% d'entre eux qui étaient donc d'anciens aidants familiaux, conjoints, enfants, sœurs, frères, aidants, avaient été aidants d'un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Et pourtant, on l'a rappelé ce matin, on connaît la pénibilité de la tâche et du rôle que ces aidants familiaux ont pu mener le plus souvent pendant plusieurs années en se rendant disponibles pour accompagner un parent malade. Donc, on peut se poser la question très rapidement, comment et pourquoi certains aidants familiaux, le plus souvent après le décès de leurs proches, vont poursuivre leur engagement en devenant bénévoles donc, d'une association France Alzheimer ou d'une autre d'ailleurs. Alors, d'abord, que se passe-t-il à la suite du décès de la personne malade? Je parle en ma qualité de psychologue clinicienne et à travers les expériences et les observations que j'ai pu avoir dans les suivis de famille. Donc, quand la personne malade disparaît définitivement, la réaction de l'aidant familial est fonction, bien entendu, de l'implication et de l'investissement qu'il avait auprès de son proche. Cependant, dans de nombreuses situations, donc, le soulagement est tangible, même s'il est difficilement avouable, car il met fin à une relation d'interdépendance qui a pu devenir, pour certains, dépersonnalisante. Mais au soulagement succède invariablement un sentiment de vide, une confrontation à soi-même, un face-à-face qui peut générer un sentiment d'angoisse. Très récemment, il n'y a pas plus de 3 jours, un fils d'un monsieur malade, ce monsieur malade venant de mourir, j'avais envoyé un mail de condoléances à ce fils, il me répond 5 mois plus tard, et je le cite, il me dit « Être aidant, c'est difficile, ne plus l'être, c'est très dur ». Donc, en tout cas, l'après-décès de la personne malade signe pour l'aidant familial principal, celui qui a été au quotidien auprès de la personne, signe le temps de la récupération. Donc un temps de récupération qu'on pourrait qualifier de physique et psychique. Au niveau physique, l'aidant s'est souvent négligé, absorbé par les réponses à apporter aux besoins de son proche. Il en a souvent oublié de répondre à ses propres besoins, notamment ses besoins de santé. Et donc fréquemment, son corps, à ce moment-là, va s'exprimer à grand bruit quand il va enfin pouvoir se rendre disponible à lui-même. Il va également se retrouver confronté à sa propre fragilité et son propre vieillissement mis de côté souvent pendant plusieurs années. Au niveau psychique, il s'agit aussi de se récupérer à travers une reconstruction nécessaire. Souvent, l'aidant à cette période va revisiter l'ensemble de son parcours d'aide et les éléments traumatiques parfois ressurgissent et peuvent venir l'envahir. Un sentiment de culpabilité vient de nouveau s'imposer et pour certains aidants, il est nécessaire à ce moment-là de bénéficier d'un accompagnement psychologique pour intégrer ces souvenirs douloureux à l'ensemble de l'histoire vécue avec la personne décédée. Le travail de soutien est aussi le moyen de rendre significative l'expérience de l'aidant et de relier ensemble les bons et mauvais souvenirs du parcours vécu. Donc on pourrait ainsi décrire plusieurs phases succédant au décès de la personne malade qui accompagnent le travail de deuil de son aidant. À la suite du temps de récupération dont je viens de parler, survient le temps de la réorganisation et de la reconstruction, et enfin le temps des réinvestissements.
Donc c'est après ce temps de récupération que l'aidant familial va pouvoir souhaiter poursuivre son rôle auprès d'autres familles ou d'autres personnes malades. Et cette nécessité pour un aidant familial, après le décès de son proche, de perpétuer son investissement auprès de personnes malades par un engagement bénévole est intéressant à éclairer, ce que je me propose maintenant de faire. Donc je reprends des choses qui ont été dites, mais le bénévolat est défini par ses caractères de non-contrainte et de non-rémunération. Cependant, on peut s'interroger sur le réel libre choix de l'individu de passer de sa position de famille à celle de bénévole. Quand on écoute les bénévoles parler du moment où ils ont décidé de rejoindre le tissu associatif, on entend souvent l'urgence dans laquelle ils se trouvaient, de faire face à une rupture douloureuse et de combler un manque, un vide. En effet, l'aidant familial principal, celui qui était au quotidien dans l'accompagnement, se trouve confronté à la disparition de son proche malade, mais dans un même temps à l'arrêt brutal du rôle d'aidant qu'il a pu exercer pendant de nombreuses années. Subitement, le conjoint ou l'enfant est destitué d'un rôle qu'il avait rempli jusqu'alors et qui contribuait à organiser son quotidien et à donner une orientation à sa vie, au cœur de la relation étroite tissée avec son proche malade. À côté de ça, l'aidant familial au cours de l'accompagnement a pu subir des atteintes qu'en tant que psychologue je qualifierais de narcissiques de plusieurs ordres. Une atteinte de l'estime de soi, l'aidant familial peut ne pas se sentir reconnu par la personne malade, ni comme le conjoint ou l'enfant qu'il est, ni comme l'aidant qu'il est devenu au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et pourtant, dans toute relation d'aide, les retours et la reconnaissance sont nécessaires. Ce n'est pas toujours le cas quand on accompagne une personne malade, qui ne nous renvoie pas toujours une image valorisée de notre rôle d'aidant. Donc c'est une hypothèse, mais est-ce que l'engagement bénévole ne serait pas une manière, dans l'après-coup, de faire valider par ses pairs cette expérience vécue et lui donner du sens ? Une conduite de générosité peut permettre de restaurer une image de soi défaillante auprès d'autrui ou de soi-même. Ensuite, deuxième atteinte, peut-être ce que je qualifie de l'atteinte du sentiment de soi familial. L'annonce diagnostique, puis le parcours d'accompagnement chez un des membres d'une famille provoque souvent des bouleversements plus ou moins durables au sein du groupe familial. Un déséquilibre s'opère au niveau de la structure qui va remettre en cause l'harmonie autrefois trouvée entre ces différents membres. On voit des conflits qui peuvent surgir, des rivalités anciennes dans la fratrie trouver une voie d'expression. C'est la désillusion et on ne forme plus un tout familial cohérent qui protège de l'extérieur. C'est alors là la dimension narcissique de la famille qui est attaquée. On peut alors faire l'hypothèse que devenir un membre actif d'une association, c'est d'une manière symbolique réparer la famille d'origine mise à mal. C'est se sentir appartenir à une nouvelle entité groupale qui nous a adoptés et qui nous a surtout reconnus. Et qui, là aussi, on peut avoir besoin de rendre en devenant bénévole. C'est bien sûr aussi renouer du lien social, ça a été évoqué ce matin, quand pendant des années, on a pu souffrir d'un sentiment d'isolement. Donc, après le travail de deuil et l'expérience de perte, vécue comme un appauvrissement, le bénévolat est certainement pour la personne un moyen d'expérimenter des conduites réparatrices et reconstructrices. Le bénévolat, et je cite une sociologue, est bon pour les bénéficiaires, mais l'est aussi pour les bénévoles. Alors, il est toutefois nécessaire dans ce contexte que le bénévole analyse les bénéfices qu'il retire de son action auprès de personnes malades ou de familles et qu'il puisse trouver une distance juste entre la personne à aider et soi-même à reconstruire. Le juste équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit est à réinterroger régulièrement. En effet, le don de soi en toute gratuité n'existe pas et n'a pas existé,
puisque envisager les choses sous cet angle serait se situer dans une position de toute puissance face à l'autre, dans un rapport à sens unique où des ressentis, comme la pitié ou la compassion, domineraient au détriment de qualités comme l'écoute et l'attention. Mais il existe encore bien d'autres motifs à cet engagement bénévole des aidants familiaux. Et une des motivations principales est bien entendu de pouvoir transmettre à d'autres la compétence acquise tout au long de l'accompagnement de son proche. Cette compétence, certes tirée d'une expérience singulière, d'un savoir que l'on pourrait qualifier de profane, mais qui va pouvoir être mise au service d'autres familles qui se reconnaîtront à travers ce que la sociologue Madame Ferrand-Bechmann appelle la similitude de destin. Il ne s'agit pas, dans ce contexte, d'une aide bénévole distante, où le donneur et le receveur sont dans deux planètes différentes. On pourrait parler, comme dans le champ du cancer, non pas de patients experts devenus experts, mais de familles devenues expertes. L'engagement bénévole, un des motifs également, peut être le besoin de réciprocité. On en a parlé tout à l'heure, et notamment quand l'aidant familial a bénéficié de l'aide de l'association, il peut éprouver le besoin de jouer à son tour un rôle de soutien et rendre en quelque sorte ce qu'il a reçu. Et puis l'engagement bénévole, c'est aussi un acte formidable de participation sociale, animé par le désir d'offrir du temps et de la disponibilité aux plus fragilisés et de s'engager dans un acte militant. Donc l'impact du bénévolat tient à sa qualité en tant que travail de conviction. Les bénévoles, en se tournant vers autrui, retrouvent aussi une raison de mieux vivre en cohérence avec eux-mêmes. Pour terminer, je dirais que ni diplôme ni appartenance professionnelle, le bénévole n'a d'existence que face à un autre qui, a priori, a besoin de son aide. Alors la tentation peut être grande de vouloir tout de suite, on l'a vu, se lancer à corps perdu sur le terrain, agir dans un faire-bien qui peut être subjectif, et cette précipitation est préjudiciable, notamment dans le cadre d'une action où le bénévole n'a d'autres outils que soi, sa qualité d'écoute et d'empathie. Donc cette identité particulière, la place que peut prendre le bénévole auprès des personnes malades des familles, est constamment à définir et à affirmer. D'où la nécessité de mettre en place un parcours, ce qui a été fait au sein des associations de France Alzheimer, un parcours du bénévole pour accompagner son positionnement. Et la formation, entre autres, réserve un espace où cette identité sera travaillée et confortée. Et puis, pour finir, il me semble aussi important de pouvoir aborder les limites de l'investissement bénévole, pour ne pas finir non plus par le subir en s'interdisant d'y mettre fin. Les bénévoles, comme les familles, comme les professionnels, ne sont pas à l'abri d'une situation d'épuisement qui ne leur permettra pas de poursuivre leur action dans de bonnes conditions. Et il en va là encore de la responsabilité de l'association d'accompagner certains bénévoles vers la fin de leur engagement. Je vous remercie.